et bienvenue dans le podcast Pas à Pas, le podcast qui t'aide à éveiller ta conscience. Je suis Manon et ma mission c'est de t'aider à prendre soin de ton énergie, t'accompagner à aller là où ça te fait du bien, mais surtout, je dis bien surtout, à te faire kiffer ton voyage. Et dans ce 5e épisode, j'ai le plaisir de t'emmener avec moi boire un verre avec Jérémy Barraud, de moniteur d'auto-école à coach Ennéagramme. On va voir ensemble son parcours et tu verras, tu n'en ressortiras que plus inspiré. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue. Merci Manon, merci pour l'invitation. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis content d'être avec toi, puis je sens qu'on va partager un bon moment. Est-ce que tu peux nous parler de la chanson que tu as choisie pour te décrire ? Ah, tu commences avec ça. Évidemment. Oui. Alors tu m'avais proposé de choisir une chanson qui me décrivait, c'est ça ? Exactement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je le partage, j'étais en forêt quand tu m'as posé cette question. Et la première chose qui m'est venue, c'est la chanson d'Emmanuel Moir qui s'appelle Beau Malheur. Ah, déjà, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Pas cette chanson. Alors on va commencer fort, parce que ça parle d'une période, il faudrait revenir un petit peu en rembobiner en 2012. Et en fait, si tu veux, Emmanuel Moir, je l'écoute depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu le même parcours, que ce soit en termes de drame, en introspection, et il y a une forme d'identification qui est saine, je pense. Mais ça me touche parce que j'ai vécu un drame familial et quelque part c'est une chanson qui m'a permis d'évacuer. Et je l'écoutais tous les jours et je pleurais. Bon, ça commence fort là. Oui, clairement. Et j'avais besoin d'évacuer et c'est surtout le refrain qui explique vraiment ce que je ressentais et que tout ça c'est un processus. Derrière un drame il y a un processus. Il l'a vécu, ça résonnait en moi et maintenant pour moi, tout malheur est beau, si cruel que ça puisse paraître, parce que la vie, elle n'a pas de jugement sur les choses. Exactement. C'est nous qui en mettons dessus, et parfois elle est crue, et une fois qu'on est moins en colère, qu'on accepte, on voit la beauté dans le malheur, entre guillemets. Exactement, la beauté universelle. Ouais, c'est ça. Tu es passé de moniteur auto-école à tu coach. Ça. Bien sûr, je savais. Je l'ai caché. Ouais. Alors, c'est marrant parce que souvent, quand je dis que j'étais moniteur et maintenant que je coach, les gens me disent « Ouais, mais c'est totalement différent ». Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les personnes, elles viennent et quelque part, elles veulent rechercher la liberté. Et quand j'étais moniteur, c'était le permis, c'était la clé de la liberté. Et Bien maintenant, au cabinet, c'est la connaissance de soi qui va amener la liberté. Et entre les deux, si tu veux, il faut choisir les bons outils. Quand j'étais moniteur, il fallait trouver le bon objectif, la bonne route. Quand tu es coach ou thérapeute, c'est la même chose. Et c'est un accompagnement progressif. Et des fois on cale, des fois on régresse, des fois on avance. Donc c'est un métier, le premier que j'ai fait pendant 8 ans, il m'aide énormément pour ce que je fais aujourd'hui. J'ai dû faire entre les deux un travail sur moi pour éviter les transferts, les projections, acquérir des compétences, apprendre à être surtout. Et c'est ça la grande différence entre mes deux formations. Il y en a une, c'était plus dans le faire, et l'autre, c'était dans l'être pour faire. Est-ce que tu veux nous parler de comment tu as travaillé sur toi ? Ouais, alors je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, quand j'étais moniteur auto-école, ça faisait 8 ans que je faisais ce métier. D'accord. Et il y a une séance de conduite où j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, une attaque de panique dans la voiture. Donc en gros, mon corps voulait sortir de la voiture alors que mes yeux ne voyaient rien devant de spécialement dangereux. Et du coup, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, tous ceux qui ont fait des crises qui écoutent comprendront. Ceux qui n'en ont pas fait, dur de s'imaginer, mais en fait, tu as juste l'impression que tu vas mourir. Voilà. Donc, c'est super impressionnant. Et du coup, moi, j'étais avec quelqu'un dans la voiture encore. Si j'avais été seul, je sais pas. Mais j'étais en train de faire mon métier. Donc, c'était extrêmement déroutant. Et ça faisait quelques jours que j'étais un peu fatigué, j'avais des maux de ventre, je dormais moins bien, donc tu vois, j'éternuais, j'avais le système nerveux qui était un petit peu éprouvé, et je pense que c'était la suite logique. Et en revenant de cette dernière leçon, je me souviens dans la voiture, je me suis dit c'est ta dernière leçon, tu ne feras plus d'autres. Et donc on est rentré, je me souviens très bien du chemin, et je suis allé voir mes patronnes, deux patronnes à l'époque, et je leur ai expliqué que j'allais pas bien. Je crois pas que j'ai expliqué le terme, je pense que ça montrait trop de faiblesse, trop de vulnérabilité, que j'étais pas capable de dévoiler à l'époque. Et elles m'ont dit, va chez le médecin, et puis tu reviens. Et moi je me disais, oh là là, je vais pas revenir maintenant, ou je vais peut-être même plus revenir du tout. Je me disais au fond de moi, c'est la fin.
Et c'est ça qui est arrivé et qui a déclenché un petit peu la fin de ce travail en tout cas. Et du coup, par la suite, j'ai décidé de consulter. Et comme par hasard, au moment-là, mon frère me parle d'une sophrologue sur Nancy, avec qui on était dans la même école. Mon frère était dans sa classe et moi, j'étais dans la même école. On a 4 ans d'écart. Et il me donne sa carte, tact, moi ni une ni deux. Je prends mon téléphone, je rentrais de la leçon de conduite. Et je l'appelle. Et puis je vais faire ma séance, et puis du coup j'en fais plusieurs, et puis les crises d'angoisse commencent à diminuer, je commence à comprendre l'impact que ça a sur mon corps. En tout cas, voilà, je me sens bien accompagné, je me sens en sécurité. Et du coup, je retrouve force jusqu'à un nouveau drame, qui est le décès de mon père. Entre-temps, il est tombé malade. Et il est décédé le jour de Noël, donc ça a été extrêmement violent pour moi et pour l'enfant en moi, tous les idéaux qu'on a à la période-là, ça a été très très violent. Et du coup, je me suis dit, heureusement que j'étais accompagné, parce que j'avais déjà un socle. Déjà un socle, et je compare souvent cette période, cette année 2012, un petit peu à un boxeur, où je me suis pris un gauche, j'ai mis un genou à terre, je me suis relevé, après j'ai pris une droite, j'ai fini KO par terre. Et quand mon père est décédé, j'ai traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Je pensais avoir fait le plus dur, et au si final, tu veux. non. Non, en fait, c'est pareil le terrain, quelque chose de plus profond. Et cette nuit noire de l'âme, elle a duré 2 ans. C'était un tunnel sans fin. Mais je savais que je devais le traverser. Je savais que je devais passer par là. Et j'étais terriblement frustré, j'étais en colère, parce que je voyais tout le monde vivre normalement, entre guillemets. Et tous mes amis avoir encore leurs parents, puis continuer à se plaindre. Et pour moi, c'était cruel. Alors que toi, tu l'avais perdu. Bah ouais, j'avais 28 ans, je devais faire le deuil de plein de choses. Et je voyais tout le monde vivre, et ma vie n'avait plus de sens, ma personnalité n'avait plus de sens, rien n'avait de sens. Et j'étais morcelé, et c'est les symptômes d'une nuit noire de l'âme. Bien sûr. Et je devais la traverser. Voilà. Et comment tu as retrouvé du sens, du coup ? Ça a été long, déjà grâce à mon accompagnement, qui a duré presque 3 ans. Et pendant cet accompagnement, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas toi accompagner. Une fois que j'ai commencé à mettre un petit peu la tête hors de l'eau, sachant que j'avais encore plein de chemin. Et du coup, j'ai regardé ce que c'était la sophrologie. J'ai vu que c'était l'intégration de plusieurs méthodes orientales et occidentales. Exactement. Et j'étais curieux, et j'ai vu qu'il y avait une école sur Strasbourg d'un médecin psychiatre qui mélangeait les méthodes orientales et occidentales. Et au début, je voulais faire la même formation que ma sophrologue, mais il y avait un côté de moi qui cherchait à se rassurer. Disant, elle est pro, c'est cadré, mais il y avait autre chose qui m'appelait. C'était plus les visiter. Quand je l'ai visité, mon corps m'a dit, c'est ici que tu vas te transcender, c'est ici que tu vas traverser. Il y a quelque chose que tu dois prendre ici. Et c'était mon corps, c'était un appel, je ne pouvais pas refuser. Et cette école, elle m'a permis de récupérer tout ça, toutes les parts de moi. Le danseur en moi, l'artiste, le sensible que j'avais blindé pendant mon adolescence en fait. Okay. Donc tu as réussi à te reconnecter à ton enfant intérieur un peu. Ah ouais, là c'est clair, j'avais déjà commencé avec la sophrologie si tu veux, avec ma thérapeute. Et après le travail de groupe c'est très très fort aussi, parce que tu as plein d'enfants intérieurs autour de toi qui entrent en résonance. Moi un bon thérapeute il doit faire ce chemin. Et c'était vraiment une école qui m'a transcendé. Et c'est dans cette école que j'ai rencontré l'énéagramme, l'outil dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Tu as abordé le sujet. J'ai découvert cet outil là-bas. Je me suis dit, c'est ça que tu es venu chercher. C'est cette chose. Vraiment. Donc l'énéagramme était central. Je me suis dit, bingo. Exactement, et c'est ça qui a redonné du sens à ma vie. Ok. Mais c'était long. Là, je le raconte en 5 minutes, mais ça représente ça a pris du temps, bien sûr. Des années. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'énéagramme ? Ouais, c'est le moment. Alors, moi, la première formatrice qui me l'a enseigné, si tu veux, elle avait accroché le symbole dans la pièce. D'accord. Et quand je suis rentré dans la pièce, je l'ai regardé, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vois, j'étais curieux. Et puis elle a commencé à le présenter un petit peu, donc à sa façon, puisqu'il y a autant de façons d'expliquer l'énéagramme moi je vais l'expliquer comme je le vis en tout cas aujourd'hui. Et donc il y a un cercle avec 9 points sur ce cercle de D'accord. tour, et chaque cercle représente une vision du monde. D'accord. Et chaque vision du monde a une motivation, une peur profonde. Ok. Et elle a expliqué assez rapidement, je me souviens c'était tôt, je n'étais pas très bien réveillé, elle a expliqué sa peur profonde, la peur profonde de son point. Et quand elle l'a expliqué, ça m'a réveillé. Je me suis dit, j'ai la même. T'as la même, ouais. Okay. Elle l'a vraiment décrit, elle a décrit les symptômes physiologiques qui découlaient de cette peur.
Et je me suis dit, waouh, mais depuis que je suis C'est enfant, moi. j'ai cette peur en moi. Et c'est une peur qui m'a toujours gêné, dont aussi je pouvais avoir honte. Et le fait de me dire, waouh, t'es pas seul avec C'est ça. ça a fait écho en toi. Ben ouais, je me suis dit, mais en fait, t'es pas seul. T'es pas seul. Et chaque point de l'énagramme a honte de sa peur et cherche à la cacher. Mais si on savait qu'il y a des millions de gens qui ont la même que nous, Bien sûr. et donc ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est ça. Donc je l'avais traversé cette peur en thérapie. La thérapeute, elle était fine, elle m'y avait emmené dedans. Mais j'avais pas mis de mots dessus. Et là, j'ai mis un mot. J'ai mis un mot sur ce qui m'avait toujours un petit peu handicapé émotionnellement, voire physiquement dans ma vie. Handicapé émotionnellement, voire physiquement dans ma vie. Et depuis, je ne cesse de cheminer grâce à cet outil parce que le point et la peur et la motivation profonde, c'est un point de départ sur quelque chose d'incroyable. Et même si la lumière, c'est un micro-point, exactement, tu vois, il faut la suivre. Exactement, c'est ça. Voilà, la lumière, elle est toujours là de toute façon. Elle ne disparaît jamais. Mais moi, il était minuscule, il était microscopique. Mais je voyais toujours quelque chose. Et tu t'es accroché à ça. Ouais, je me suis accroché à ce qu'on pourrait appeler la foi peut-être. Et ce chemin, il m'a aidé à faire grandir ma foi. Et vraiment, depuis que j'ai arrêté cette dernière leçon, je fais confiance à mon intuition, ce qu'on appelle aussi le soi, qui est recouvert par la personnalité agitée, blessée, tout ce que tu veux. Et ça m'emmène vers des chemins, ça m'emmène ici avec toi pour enregistrer ce podcast. C'est ça, exactement. On ne s'est jamais rencontrés. Ça m'emmène dans des endroits que quelque part j'ai aucun contrôle dessus, donc ma personnalité ça lui fait peur. La partie plus profonde de moi, elle est heureuse de vivre ça en tout cas. C'est beau. Ouais, et du coup j'invite maintenant les gens à se connecter à cette partie plus profonde qui emmène vers des rencontres et des chemins plus profonds. Donc quand ils sont plus mal, se dire je peux trouver ma voie. Ouais, bien sûr, puisqu'on a tous un chemin. On a tous un chemin, une destinée quelque part. Et il y a des outils, il y a des gens, exactement. Il y a des conflits, des drames qui permettent de reconnecter à ça. La vie, elle aspire à ce qu'on aille vers elle en tout cas. Exactement. Et c'était quoi tes rituels pour garder le moral quand tu étais au bout du tunnel? Est-ce que tu avais des choses tu vois, là, quand tu m'en parles, ça me fait drôle parce que ça me fait revenir loin en arrière, tu vois. Et la mémoire émotionnelle se réveille un peu, c'était très désagréable. Parce qu'une noire de l'âme, c'est pas simple à gérer. J'ai l'impression que quelque part, ce qui me tenait, c'était la foi de l'enfant en moi. Tu vois, parce que j'ai un exemple. J'ai un exemple. Quand j'étais jeune, une fois, j'ai dit à ma mère, en étant dans la cuisine, je m'en souviens bien, je lui ai dit, de toute façon, je ne vivrai pas comme vous. Et je me souviens, elle m'avait répondu, si tu veux pas vivre comme nous, tu as intérêt à gagner de l'argent. Et on n'était pas malheureux, j'avais tout ce qu'il fallait pour vivre. Et tu vois, derrière, elle me proposait quelque chose de matériel, si je voulais être plus heureux. Alors j'avais tout, tu vois, j'étais pas malheureux. Mais moi, je voyais quelque chose de plus profond, de plus spirituel, je pense. Je ne me voyais pas vivre, en fait, j'ai réfléchi après, quelque part, je disais, moi, je ne vivrai pas dans le chaos comme vous. C'était ça. Je vais le comprendre, ce chaos, et je ne vivrai pas comme vous. Et je savais que j'allais le traverser dans ma vie. Je ne savais pas comment. Tu vois, ça arrivait par cette première crise d'angoisse. Là, j'avoue que je ne l'ai pas vu arriver. Je ne vais pas faire le messie. Je ne l'ai pas vu arriver. Mais je savais que j'allais transcender mon histoire. Et du coup, ça faisait que j'avais quelque chose de serein à l'intérieur. J'avais l'impression d'être... de voir, quoi, tu vois, de voir loin. Et de ne pas répéter les mêmes schémas. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je me disais, ça va pas être agréable quand tu vas le faire. Donc, j'ai un peu repoussé aussi, comme tout le monde. Mais quand ça s'est présenté à moi, je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Et j'avais fait mon thème numérologie quelques années avant et qui me racontait tout ce processus. Je l'avais lu et c'est ça qui m'a aussi donné la foi. Parce que je le relisais. Et je me disais, là t'es dedans, faut le traverser. Et regarde ce qui t'attend. Ouais, tu vois, ça me revient là. C'est ça, ouais. Donc, tous les outils sont bons. Exactement. Quelles sont les personnes concernées pour l'anéagramme? Et comment se déroule une séance? Les personnes qui peuvent l'utiliser, qui peuvent y prétendre. Alors, moi, je ne l'utilise pas systématiquement, j'essaie d'utiliser mon intuition. Je dirais une personne qui est en dépression profonde, je dirais l'énéagramme, il faut éviter. Parce que ça émet des vérités très fortes
Et je pense que quand on est dans une période comme ça sert à rien. Bien sûr. Il faut déjà cheminer, c'est un petit peu comme moi. Si à ma première crise d'angoisse, on m'avait dit tiens, t'es tel profil énéagramme, t'as telle peur, j'aurais dit bon bah écoute, je suis déjà dans la merde, je m'en fous quoi, tu vois, moi je veux des solutions, tu vois. Donc quand j'accompagne, je regarde le niveau de santé psychologique et spirituelle de la personne, hein, et je vais essayer de le sortir au bon moment, et des fois je le retire, je le remets, c'est un petit peu une danse, mais je dirais que si vous allez bien globalement, ça peut être un outil qu'on appelle de développement personnel. Hein. Si jamais vous allez mal, ça va vous donner un diagnostic de pourquoi vous allez mal, mais ça ne va pas vous aider à guérir. Hein. Donc, je dirais, il faut aller pas trop mal. Et si on a des questions existentielles, si on va apprendre à se connaître, si on veut savoir où sont ses forces, ses faiblesses, bah pour moi, c'est le meilleur outil. Et si on veut connaître son chemin d'âme, là où on est censé aller, c'est un outil magnifique. Voilà. Donc il peut répondre à des besoins psychologiques, tout en restant mesuré, à des besoins de développement personnel, là on peut y aller, et des besoins spirituels, là on peut plonger dedans à fond. Ouais, il donne... C'est un outil de développement psychologique et spirituel, l'énéagramme. Du coup, ça se déroule comment une séance? Alors, une première séance, si la personne me dit bah moi je vous ai connu comme ça, je veux travailler avec l'énéagramme, bah, je vais lui poser plein de questions. J'ai un petit outil au début des fois qui s'appelle le blason que j'utilise, et la personne, ça lui permet de voir comment elle se perçoit, comment les autres la perçoivent, ce qu'elle n'aime pas chez les autres, sa philosophie de vie. Tu vois, pendant 1 heure, on peut faire ça, utiliser un petit support, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles ont du mal à se connaître, ou à parler directement, selon la sensibilité. Oui, c'est compliqué par moment. Ouais. Et après, elles regardent leur blason, elles font « Ah ouais !» Tu vois, elles dézooment un peu sur elles, comme ça, elles disent « Ah oui, c'est vrai que j'ai ça, ok. » Et après, la deuxième séance, je peux sortir l'outil. Et puis, on fait le tour, et je vais leur présenter les 9 archétypes. Parce que chaque archétype a vraiment quelque chose de très marqué. Et on va checker quel archétype résonne, quel archétype résonne pas, quel serait celui à développer, par exemple. Et après, on va rezoomer en avant. Tu vois, moi, je connais bien l'outil, je le maîtrise à force de l'utiliser. Bien sûr. C'est un outil qui est à la fois mathématique et mystique. Donc au début, j'utilise le côté mathématique et je leur dis, bah voyez, l'archétype là, il a résonné, celui-là aussi, et bah tiens, les deux sont reliés. Donc ça nous emmène là. Et puis on zoome. Et puis première, deuxième ou troisième séance, et ben on commence à parler de la motivation profonde, de la peur profonde. Et là, la personne, elle dit oui. C'est vrai que je suis animée par ça. Et je déteste ça. Ça, c'est mon pire cauchemar. Tu vois ? Ouais, c'est un outil qui demande de s'observer. Donc du coup, en parallèle avec ce qu'elle découvre au cabinet, avec moi, ou en visio, c'est important qu'elle s'observe vivre et qu'elle voit cette motivation, cette peur. J'ai créé des podcasts pour que les personnes vraiment comprennent comment chaque profil fonctionne. Et une fois qu'une personne voit clairement, avec une grande lucidité, sa motivation profonde et sa peur profonde, pour moi, quelque part, c'est un peu bingo. Je me dis, ça y est, on peut passer la vitesse supérieure. Elle travaille sur elle et vous pouvez avancer ensemble. Ça y est. C'est ça. Mais tant qu'elle dit, ça arrive souvent dans le milieu de l'énéagramme, je me veux là, parce qu'on peut avoir les comportements de chaque profil, mais ils vont être motivés par notre point. Hein. C'est-à-dire que notre motivation profonde, elle est tout le temps là. Elle est dans notre respiration, on se lève le matin, elle est là. C'est aussi la peur. C'est les deux faces d'une même pièce. Et pour moi, c'est une forme de psychanalyse accélérée, l'énéagramme. C'est-à-dire que ça ne dure pas 10 ans. Tu as des analyses, elles durent des années pour comprendre comment ça s'est passé. Bah, l'énéagramme, tu trouves ton point. Ça va te dire, bah écoute, ton enfance, normalement, tu l'as perçue comme ça. Et en général, ça marche. Et ça marche, mais oui, mais j'ai ressenti. Alors, les enfants, ça peut être différent. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui aura peut-être eu un accident de voiture, je sais pas, mais il va dire, mais moi, j'ai ressenti mon enfance comme ça. Et chaque point va dire, bah moi aussi. Et ça, c'est quand tu travailles en groupe, c'est magique. Et une fois que la personne, elle voit vraiment motivation, peur profonde, et ben on peut passer à la suite. On peut vraiment faire un beau travail. Hein, c'est une psychanalyse accélérée. Ça ne guérit pas, mais ça donne une direction rapide. Et si la personne veut s'engager, ben moi, je suis là. C'est beau, ça a l'air vachement enrichissant en tout cas. Ouais, c'est très puissant. Un outil, il n'est pas à mettre entre les mains de gens malveillants, parce que tu peux manipuler aussi quand tu connais les peurs des gens. Et si tu as fait un cheminement, que tu as ouvert ton cœur, tu
l'utilise avec le cœur ouvert, quoi. Et du coup, cette école que tu as faite, elle a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ouais, j'ai fait 3 ans de thérapie personnelle, 3 ans d'école. Et après, j'ai découvert l'énéagramme, donc j'ai réétudié l'énéagramme pendant 3 ans. Ok. Donc si tu veux, j'ai cheminé quand même pas mal d'années avant de me lancer. Et je me suis lancé quand j'ai fait un stage avec une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Thierry Janssen, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose de nom, ouais. Ouais, c'est un chirurgien psychothérapeute. Ok. Et il témoignait de son histoire. Et j'avais un petit peu la même que lui. Il avait plaqué son job d'une seconde à l'autre. Il avait fait une école un peu similaire à la mienne. Et du coup, j'avais son livre avec moi, je le relisais régulièrement pour me rassurer, tu vois, ça me donnait la foi. Et il proposait un stage à Paris, de 2 jours, je crois, j'y suis allé. Et je pense que je l'idéalisais un petit peu, et quand j'ai fait le stage avec lui, je me suis dit, mais t'as toutes les qualités pour... t'es comme lui, enfin, tu vois. Pour te lancer. Ouais, je me suis dit, t'es pas inférieur, en fait. Et je suis rentré, je me suis inscrit. Tu vois, j'ai déclaré auto-entrepreneur, je me suis installé, je me suis dit, non, vas-y. Et c'était parti. C'était parti. L'aventure a commencé là. Je te demande qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 15 ans plus tôt. 15 ans plus tôt, wow, tu vois, c'est émouvant parce que je me revois avec toutes mes blessures, avec... C'est très émouvant. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Je dirais, garde la foi en toi et déjà je me prendrais dans les bras, ça me ferait du bien. Et tu te rassurerais. Ouais, je me prendrais dans les bras, j'essaierais de sentir toutes les blessures. En voyant cet adolescent qui a besoin de s'abandonner. L'adolescence, c'est pas une période facile. Bien sûr. Toutes les mémoires de l'enfance qui ressortent comme ça. Souvent, on dit la crise de l'adolescence. Mais c'est une forme de crise de l'enfance exacerbée. Et c'est que tu comprends pas toi-même ce que tu ressens. C'est ça. C'est tout ce qui a été occulté pendant l'enfance qui ressort. C'est ça. Donc, si l'enfance est bien accueillie, sécurisée, il n'y a pas de crise d'adolescence. Mais tout ça pour revenir que je prendrai soin de lui et je lui dirai, écoute, c'est pas parce que tu as souffert que tu n'as pas de talent et c'est là-dedans que tu vas puiser. Et en même temps, c'est paradoxal parce que quand j'étais jeune, je me sentais déjà en avance. On parlait d'hypersensibilité tout à l'heure et j'avais l'impression de tout voir avant les autres. Mais pour ne pas me couper des êtres humains, j'avais mis une technique en place qui était de m'abrutir. Tu vois, je m'abrutissais. Pour pas te sentir différent. Exactement. Pour être accepté comme exactement. Donc je me diminuais. Et pourtant, j'ai une enfance riche, j'ai vu plein de gens, des bourgeois, gens qui avaient moins d'argent. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, et peu importe à quelle classe sociale j'étais, j'avais l'impression de me diminuer. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, je me rends compte que derrière, il y avait une grande hypersensibilité, parce que je comprenais trop les choses. C'était trop fort pour moi et du coup je me suis coupé et j'ai reconnecté avec tout ça, donc c'est toujours fort, mais au moins je ne me diminue plus. Oui, parce que tu t'étais coupé avec toi-même, tu n'étais jamais toi-même. Non, je pense qu'on est beaucoup à le faire avec différentes façons de le faire. Adolescent ou adulte en soi d'ailleurs. Ouais, et le but c'est que adulte ça ne continue pas trop parce que c'est là que ça explose. C'est ça. Donc je dirais fais confiance à ton hypersensibilité. C'est une force. C'est une force. C'est une force. C'est pas facile à gérer au quotidien. Mais dedans, il y a une grande faculté à connecter avec l'autre et à ressentir de la compassion. Exactement. Donc ça, à la fois, mon cadeau, il est là et ce qui est désagréable, ça va avec. Mais pour un moment, je voudrais être dans un autre corps, dans un autre cœur, dans une autre tête. Je me dis, c'est moi, c'est mon histoire. Exactement. Et c'est comme on disait tout à l'heure, on en fait quelque chose de beau. Ouais, c'est ça, la beauté. Exactement. On en revient à la beauté universelle. Au beau malheur. Dis-moi, si tu avais un message à faire passer à tous nos auditeurs, lequel serait-il ? Suivez la lumière, suivez votre foi. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vraiment sautez vers votre intuition, plongez dedans, suivez-la, peu importe ce qui se dit autour, ce qui se passe, peu importe le remue-ménage, peu importe le chaos, suivez-la et ça va vous amener dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Des endroits magnifiques. Ouais. Ouais, vraiment.
Vraiment, vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Merci Manon. Merci à toi. Merci. Et à bientôt. Allez, à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est la fin du 5e épisode de Pas à Pas. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser un petit avis ou quelques petites étoiles, ça m'aiderait beaucoup. Et cette semaine, j'aimerais remercier Karine pour son petit message. C'est un délice de t'écouter. Merci de nous partager autant de choses. Je me réjouis de l'épisode de la semaine prochaine. Eh ben écoute Karine, merci à toi de m'écouter et d'être toujours présente chaque semaine. Je t'embrasse et je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Pas à Pas.